On va devoir rester longtemps ainsi. Je commence à avoir des crampes dans les bras. Jusqu'à ce qu'on vienne nous sauver. Si on vient. Vous savez quoi? Je meurs de faim. Moi aussi. Qu'est-ce qu'on va faire de ce type? On est sûr qu'il est mort? Il en a l'air. Il est tout froid. Et les pizzas? Oh! Quoi? La vie continue après tout. J'ai toujours besoin de manger. Ça me calme, surtout quand ça va mal et ça pourrait pas être pire. Oh! Je me sens beaucoup mieux, je vous assure. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jumpscare. Aujourd'hui, à l'occasion de la ressortie du film en Blu-ray restauré aux éditions Rimini, nous revenons sur un slasher culte des années 80, Slumber Party Massacre, réalisé par Amy Holden Jones en 1982. Un film où la pyjama party d'un groupe de lycéennes tourne mal et se transforme en bain de sang quand un tueur armé d'une perceuse débarque et massacre les adolescentes une par une. Un scénario plutôt simpliste pour un film qui est quand même devenu culte au fil des années au point de devenir une franchise produite par le producteur culte Roger Corman, le tout suivi d'un remake sorti en 2021. Et pour tenter de voir si le statut culte est mérité ou non, nous sommes en présence de Lily, chroniqueuse pour le blog du cinéma. Salut. Amélie du festival de cinéma On vous ment. Bonsoir. Mylène de la chaîne YouTube Welcome to Primetime Beach. Salut. Mathieu de la chaîne YouTube Le Coin du Bis. Salut. Et moi-même, Romain, chroniqueur au bistrot sur Filmo. Donc on est sur un slasher aujourd'hui qui sent bon les années 80, les vestes en jean, le mulet, c'est pile poil ton truc. Ça, Mylène, qu'est-ce que tu en penses de Slumber Party Massacre? Alors, moi, Slumber Party Massacre, c'est pas un slasher que j'aime de tout mon cœur. C'est pas mon slasher préféré, mais je le trouve très intéressant pour tout ce qu'il représente. Il faut savoir que c'est l'un des premiers slashers, voire le premier. Alors, j'ai jamais réussi à valider cette théorie, mais pour l'instant, je n'en trouve pas d'autre avant, qui est réalisé par une femme. Donc, ici, Amy Holden Jones, qui avait été reparée par un petit réalisateur qui s'appelle Martin Scorsese. Et donc, du coup, elle va faire son premier film avec Slumber Party Massacre. C'est un film qui a été écrit au départ par une militante féministe, Rita Mae Brown. Et en fait, le pitch de base, c'est vraiment une parodie de slasher. Donc c'était censé être vraiment une satire, quelque chose d'assez drôle, qui reprenait les codes justement d'Halloween, de Vendredi 13. Donc oui, c'est un film qui en fait reprend vraiment tous ces codes du slasher au départ. Et en fait, quand Amy Holden Jones, elle prend le projet, elle décide de réécrire le scénario. Faut savoir que c'est pas du tout son métier à la base. Elle est monteuse. Elle va d'ailleurs refuser de monter un petit film E.T. pour faire son premier long métrage et du coup qui sera un slasher. Et là, elle va faire quelque chose de très conventionnel parce qu'elle connaît pas trop les slashers. Et d'ailleurs, ça se ressent parce que moi, vraiment, ce que je trouve pas ouf dans ce film, c'est que le boogeyman, il est pas très présent, il a pas une super aura. C'est un mec qui adore le jean. Décidément, il a vraiment une tenue un peu nulle. C'est un mec qui... franchement, le petit rousse... Michael Myers, il est en bleu de travail, quoi. À ce compte-là. Ouais, mais il a plus de présence. Moi, je suis désolée quand il arrive avec sa petite perceuse. Bon, grosse perceuse, c'est vrai. Quand même, voilà. Et elle est grosse, quand même, hein. Ça marche pas. C'est vrai que le boogeyman là c'est Bruno 1m60 qui a fait ses courses à Castorama pour sa perceuse quoi. C'est ça, et quand en plus elles sont là, me tue pas, il est là, mais je t'aime si fort. Ok, merci Jean-Mi, merci. On est sur Jean-Michel Voyeur qui passe tout le film à mater les meufs par la lucarne, à couper les fils de téléphone. Pour le coup, c'est pas le point positif du film. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est que justement on a une gestion en fait de l'angle en fait du voyeur dans ce film qui est très intéressante et qui en fait Slumber Party Massacre, c'est un film qui a pas été très apprécié à la base, mais qui du coup avec les années a été vu sous un autre angle et notamment un angle très féministe parce que il était réalisé par une femme, écrit par une femme, mais aussi parce que justement on a repris en fait le point de vue du male gaze. Donc en fait le male gaze, c'est on part du principe qu'on va avoir un regard masculin sur les corps féminins et ici en fait Slumber Party Massacre, c'est totalement ça. C'est-à-dire qu'on va objectifier les corps, que ça soit dans les scènes de douche, que ça soit dans les scènes de pyjama party où elles vont être un peu dénudées. Et d'ailleurs, moi, c'est un truc qui m'avait choquée au départ parce que quand j'ai vu ce film, j'étais trop contente. Je me suis dit,
waouh, enfin une meuf qui réalise un slasher, ça va changer un peu. Et j'ai vu énormément de cul et de boobs. Et j'avoue que je m'attendais pas du tout à ça. Bon, après, j'ai envie de dire, si une meuf a envie de mettre du cul et des boobs, elle a le droit. Là, en l'occurrence, c'est Roger Corman qui a dit meuf, il faut suivre un cahier des charges, rajoute-moi ça. Et c'est vrai que ça m'a un peu choquée. Et en fait, quand j'ai regardé avec ce nouveau point de vue, donc du coup, à mon second, troisième visionnage, j'ai apprécié tous ces petits codes en fait qu'elle met en place, Amy Holden Jones, où justement, on a en fait donc ces héroïnes qui sont très soudées, qui sont plutôt bien écrites, et notamment la Final Girl. Bon, on a quand même 3 survivants dans le film, désolé, spoiler. Mais là, en l'occurrence, la Final Girl, c'est Valérie. Et c'est un personnage qui est plutôt à l'écart des autres filles. Mais c'est pas la Final Girl timide comme on peut avoir dans Halloween ou alors dans Vendredi 13. Là, c'est vraiment une meuf qui n'est jamais en fait montrée d'un point de vue voyeuriste, qui n'est jamais montrée dénudée. Et en fait, c'est pas tant dans sa caractérisation très timide qu'elle va devenir la Final Girl, mais dans la façon dont Amy Holden Jones va la filmer. Et ça, c'est plutôt intéressant dans Slumber Party Massacre. C'est vraiment un point que je trouve cool. Et donc, encore une fois, c'est pas un film... si on me demandait de faire mon top des slashers, clairement, je le mettrais pas dedans pour la réal ou pour la musique qui est hyper redondante et qui est... Moi, là, je l'ai revu cet après-midi et je me suis dit vraiment, cette musique, elle va me faire péter un câble. Mais pour tout ce que le film peut représenter. Et d'ailleurs, la réal, elle a souvent parlé de comment elle a été vue après la réalisation de ce film. Et elle dit que la plupart des gens, en fait, l'ont pas regardé. Et qu'elle est très jugée parce qu'elle a travaillé donc, dans le cinéma d'exploitation et parce qu'elle a réalisé un slasher. Parce que justement, c'est une femme et qu'elle aurait dû être au-dessus de tout ça et qu'elle aurait pas dû en faire. Et je trouve que c'est... On a très peu, en fait, de femmes qui ont réalisé des slashers. C'est quelque chose qui est en train de changer aujourd'hui. Parce que le slasher, il y a une nouvelle vague qui se crée, donc on a de plus en plus de réalisations. Les femmes, elles ont de plus en plus de place dans l'horreur. C'est pas qu'elles étaient pas présentes avant, mais là, on leur donne leur chance. Et je trouve ça intéressant de voir que justement, dans le genre du slasher qui a été très prolifique, les femmes ont pas eu leur place comme dans l'horreur en général. Et voir ce qu'on peut en faire aujourd'hui, du coup, dans toutes ces nouvelles productions, ça, c'est assez intéressant. C'est limite la franchise entière qui est réalisée par des femmes. Oui, elle est intégralement réalisée par des femmes, ouais. Ce qui est inédit. Oui, c'est inédit. Et puis en plus, le deuxième est très très qualitatif. Moi, c'est l'un de mes préférés parce qu'il part plus dans le food track, dans le rêve. Je trouve qu'il a c'est un petit côté rock et tout que j'aime trop. L'arme, elle est incroyable. La guitare perceuse, meilleure arme du monde. Et le méchant, le boogeyman, il est ouf, ce qui n'était pas le cas du 1. Et surtout, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils ont fait donc ce remake en 2021. Et le remake, en fait, il est tout ce que le 1 aurait voulu être. C'est-à-dire que dans le remake, en fait, on va inverser tous les codes. Dès la scène d'intro, on va jouer en fait de ce que le spectateur a l'habitude de voir dans le slasher. Tous les corps objectifiés sont des corps masculins et le remake il n'est pas parfait, mais c'est incroyable de voir enfin ce qu'aurait dû être le 1 s'il n'y avait pas eu du coup toute la production derrière et tous ces changements en fait de coupe ou de montage quoi. D'accord avec toi, un des défauts de ce film dont on parle ce soir, c'est sa suite qui est beaucoup mieux. Il est dans l'ombre du 2. Il a un problème ce film, je trouve, c'est son boogeyman. Truc complètement con, c'est que il le révèle quasiment dès le début du film. Là où des films, bon, je vais comparer avec des films hyper quali, mais allons-y quand même, mais Halloween, Vendredi 13 et tout, vont souvent quand même garder leur boogeyman dans l'ombre avant de le révéler dans un plan, un money shot, si tu veux, pour lui donner une sorte d'aura. Faut quand même l'iconiser, ce personnage. Et là, Bruno, j'aime bien l'appeler comme ça, tu le vois dès le début, il fait 1m60, il est dans l'ombre, il transpire. Il n'y a aucune volonté de le rendre menaçant, ce qui rend vraiment tout le film est handicapé par ce choix. Et c'est con, parce que dans le 2, ils ont vraiment corrigé ça avec un boogeyman de malade. Je tiens à le souligner, c'est toi qui m'as conseillé ce film après avoir vu le 1. Dans le 2, on va spoiler un peu le reste de la franchise, désolé pour ceux qui n'ont pas vu, mais autant parler un peu de l'ensemble, parce qu'ils sont très liés quand même. Le 2, c'est une suite directe. C'est un boogeyman qui apparaît dans les rêves des gens, comme un certain Freddy, qui est habillé en rockabilly et qui a une guitare perceuse, et qui danse sans arrêt. Donc direct, en termes de charisme, tu prends direct, et le mec s'éclate comme pas possible, comparé au mec du 1, qui se fait chier. Mais... En fait. Tu vois, moi j'aime beaucoup le 2, j'adore le 2, je le préfère même au 1, mais je suis pas contre le tueur qui avance à visage découvert. Après, le film a plein de défauts et c'est dommage que le tueur soit pas assez caractérisé parce que ça rend ses intentions un peu floues. En fait, c'est ça. C'est les intentions, elles sont pas claires. Mais en soi, je trouve que l'idée de départ c'est juste un minable détraqué qui assassine des meufs et on va pas plus l'iconiser que ça. Je trouve ça pas si con, en fait, dans un film qui était censé, à la base, être féministe et un peu parodique. Malheureusement, le côté parodie s'est perdu à la réécriture, mais il reste un petit peu quelque part dans le film. Et on perd un petit peu sur le tueur, d'une part sur ses intentions et aussi sur le côté parodie. Voilà. Donc, il devient un petit peu désuet.
mais je trouve que l'idée de base est pas si mauvaise en fait. Là, tu sais juste que le mec il s'est évadé de prison, quoi. T'as un journal par terre et basta. Après, c'est un film produit par Roger Corman, radin en chef, qui donne très peu d'argent à ses collaborateurs, et elle a lutté, la réalisatrice, pour avoir plus d'argent pour quand même faire un truc un peu plus stylé qu'une parodie. Et le truc, c'est que la fin du film a changé. Donc on a perdu quand même un ou deux aspects, parce que de base il mourait comme une merde le méchant, et le film a tellement bien été reçu lors de production test que Corman a quand même donné plus d'argent pour avoir la fin qu'on a, avec la mort qui est quand même beaucoup Une fin mieux. qui est très chouette. Ouais, voilà. Un peu sauvé quand même au montage le film. Pourtant, je trouve que, en effet, ne pas trop savoir le pourquoi du comment et être balancé dans le côté slasher dès le début, ça donne au film une sorte de guide du slasher. C'est-à-dire que c'est l'esthétique du slasher. T'as tout qui est là, pas de fioritures, pas de trucs à côté, on n'essaie pas de faire autre chose que ça. Si on doit définir le slasher des années 80, je trouve que c'est presque ce film-là, tu vois, qui doit prendre cette place-là. Ouais, je pense que c'est un gros problème à la réécriture, parce qu'il était écrit comme une parodie. Donc le public était censé très bien lire les codes du slasher qu'il connaissait déjà. Tu sens la parodie, t'as des gags qui sont géniaux. Le gag du frigo, où une des protagonistes ferme et ouvre et referme le frigo avec un cadavre dedans, c'est génial. Vraiment. Il y a quand même de l'humour. La pizza. La pizza, il bouffe de la pizza sur un cadavre, tu vois, donc c'est quand même vachement visible, ce côté parodie. Mais je pense que la différence, c'est que Rita Mae Brown, elle avait vraiment repris, en fait, elle maîtrisait le genre, et du coup, à ce moment-là, elle fait un espèce de pot pourri où elle se moque un peu des codes. Et vu qu'Amy Holden-Jones, elle connaissait pas du tout l'horreur, et en plus elle l'avoue, hein, elle dit elle a réécrit mais en mode à sa sauce à elle, et elle s'est dit après peut-être que j'aurais dû voir quand même quelques slashers, et effectivement je pense qu'on a perdu cette essence là en fait, et ça c'est un petit peu dommage. Ah ouais, mais pourtant c'est ce que je dis, ça reste la quintessence du slasher dans tous les trucs, tu vois, t'as tout qui est là, vraiment, et tu as en plus le fameux on se sépare, etc. Enfin, c'était très marrant de revivre tous ces clichés. Et d'ailleurs, regardez-le en VF, puisque un des personnages, un des protagonistes masculins, est doublé par Aurélien Ringheim, qui est le comédien de doublage de Sacha dans Pokémon. Et une fois que tu l'entends, c'est fou. Salut! Vous êtes déjà sorti avec un homme plus jeune que vous? Une fois qu'on y goûte, on peut plus s'en passer, il paraît. J'y ai pas encore goûté. C'est fabuleux, parce qu'il parle de trucs adolescents, quoi. Oh, regarde les meufs, elles sont à poil et tout. Avec la voix de Sacha, c'est fabuleux. Vraiment, une fois que tu l'as en tête, tu peux pas l'enlever. Voilà. C'est le petit point VF en référence à notre ancien invité Mr. Fox, si tu passes par là. De ton côté, Mathieu, qu'est-ce que tu en penses de ce film ? Alors moi, c'était une découverte totale, parce que vraiment, le slasher, c'est clairement pas mon genre fétiche. Du coup, j'ai longtemps repoussé le visionnage du truc, et en vrai, je m'attendais à démolir le film, à me faire chier pendant 1h30, et contre toute attente, c'est vraiment, peut-être pas l'inverse à 100% qui s'est passé, mais j'ai passé un bon moment devant. Dans le sens où, comme tu disais Romain, c'est vraiment une espèce de best-of du slasher. C'est-à-dire que si tu dois faire découvrir le slasher à quelqu'un qui n'a pas forcément envie d'être effrayé par un boogeyman ou quoi, enfin un Michael Myers, un Freddy ou un Jason, et pour désamorcer le truc, tu lui montrerais un slasher où là, pour le coup, le boogeyman, c'est juste un tueur un petit peu ridicule à visage découvert, voilà. Je pense que c'est vraiment typiquement le film à montrer aux personnes pour leur faire un petit peu découvrir le genre, quoi. Après, il y a 2-3 trucs en fait qui fonctionnent pas des masses, parce que le film a un petit peu le cul entre deux chaises. On sait pas trop s'il est vraiment full premier degré ou s'il est, comme on disait tout à l'heure, sur un ton un peu plus parodique, parce qu'il y a vraiment des gags qui fonctionnent très bien et d'autres moments qui sont un peu moins bons en fait. Et arrivé à la fin du film, je me suis dit ok, c'était pas désagréable, c'était pas totalement réussi non plus, mais dans tous les cas c'était mieux que ce que j'imaginais, et surtout c'est infiniment plus honnête et plus réussi que le book club à la con là qu'on s'est farci il y a 2-3 semaines. Gratuit voilà, comme ça Oui, totalement gratuit, ouais. C'est placé. Mais après, j'ai maintenant que j'en ai eu connaissance, j'ai très envie en fait de voir le 2, ne serait-ce que pour son méchant complètement pété, mec, là. Il est fou. Trop bien, parce que ça me vend du rêve. Ah ouais, non, il est giga drôle, beaucoup plus gore, beaucoup plus fun. Et le gars qui joue le boogeyman, comme je l'ai dit tout à l'heure en off, j'ai rarement vu un mec autant s'éclater dans un personnage. En fait, on a l'impression qu'il est pas filmé, c'est juste un mec qu'ils ont chopé sous crack et qu'ils l'ont lancé sur le plateau. Et c'est fabuleux. Il y a vraiment Puis une petite vibe aussi de tueur à la perceuse là, début 80. Il y a eu Dreyer Killer de Abel Ferrara. En 84, il y a Body Double aussi avec de Brian De Palma, où il y a des plans qui sont repris quasiment à l'identique de la perceuse qui va vers l'écran et tout. Oui, voilà, ça, ouais. Tous les réals se sont dit, il nous faut un gros symbole phallique pour notre boogeyman, et ils sont tous tombés sur la perceuse à Bricorama, et c'est parti en couille. En fait, voilà, le film est vraiment très con, très, vraiment, il est pas fin quoi dans ce qu'il essaye de
de montrer tous les trucs avec la perceuse et compagnie. Mais paradoxalement, on passe pas un mauvais moment. On voit tous les défauts, on voit tout ce qui va pas, on voit tous les clichés qui vraiment se comptent par paquet de 10. Mais à la fin, on a quand même, mine de rien, passé un bon moment, quoi. Ouais, c'est charmant, en fait. Super charmant. Ouais. C'est vraiment... c'est un vrai slasher, voilà. C'est un vrai slasher, c'est pas le meilleur. Mais il est... il fait le café, quoi. Et qui a quand même réussi, du coup, à s'immiscer dans les rangs des trucs un peu cultes. Surtout aux États-Unis, où il y a souvent des marathons, des réunions des acteurs et tout. Il a vraiment il a quand même fédéré des gens. Il y a même eu un documentaire sur la saga. Hein. Oui, toutes les réalisatrices sont là, il me semble. Oui. Elles parlent de tout ce qui s'est passé. Ouais. Amélie, de ton côté, Slumber Party Massacre. Le vrai défaut de Slumber Party Massacre, c'est qu'il n'est pas Psycho Beach Party. Et en fait, comme on a fait Psycho Beach Party il y a pas longtemps, moi je mets un peu les deux films en parallèle. Parce que dans les deux cas, ils sont parodiques et ils jouent avec les codes du genre. Sauf que dans Psycho Beach Party, la parodie, elle est complètement assumée. Et justement, le comique des tropes de genre, le fait de détourner les tropes, d'avoir des personnages comme ça très clichés, de jouer avec tous ces codes, ça rend le film hyper drôle. Et là, tu sens que, effectivement, vous l'avez tous dit, il y a des gags vraiment très marrants. Et il y a aussi, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est peut-être parce que la réal est monteuse, des gags de montage, des plans qui mettent en parallèle deux trucs, et c'est hyper cruel. C'est hyper cruel pour les personnages. Des fois, c'est même un peu insultant. Tu vois les meufs qui se mettent en petite tenue et le plan d'après c'est un truc horrible et du coup tu vois le parallèle qui se crée, mais comme le film a été vidé de sa substance parodique, et ça en fait un millefeuille de clichés sans qu'il y ait une vraie cohérence. Par exemple, le film, il y a plein de scènes qui se suivent que tu pourrais monter dans un autre ordre. Il n'y a pas vraiment de progression jusqu'à la fin, quand le tueur jusqu'à la scène finale, en fait. Il n'y a pas vraiment d'enquête qui est menée. Les personnages, ils se rendent pas compte qu'il y a un boogeyman jusqu'à assez tard. Ils vivent leur soirée, ils sont juste là. Il y a machin, il est parti acheter des bières, il est pas revenu, c'est bizarre. Ils sont pas vraiment en train d'avoir peur, en tout cas jusqu'aux dernières 20 minutes du film, quoi. Et du coup, il y a des adolescentes qui parlent de cul en léchant des sucettes comme ça. Il y a vraiment des trucs très drôles. Mais comme ça va pas à fond dans la parodie, je reste sur une frustration, quoi. Je trouve que le film est la checklist du slasher à un point tellement fort, c'est-à-dire que tous les personnages se surprennent tout le temps. Tout le monde marche dans le dos de tout le monde et lui pose la main sur l'épaule et il y en a 50 fois ce truc-là. On a 50 fois des personnages qui ont un champ de vision d'une taupe myope, tu vois, c'est-à-dire que il tombe sur quelqu'un qui était à 1m2 littéralement. Il y a un voisin, il part à la chasse aux escargots avec une machette à 4h du matin parce que pourquoi pas. Non mais c'est voilà, justifié. mais en fait, c'est justifié. Il lui dit ils sortent la nuit. Oui, mais bien sûr, mais en fait, tu vois que les fameuses escargots de nuit. Ce jeu avec les codes, c'est un clin d'œil au spectateur, mais ça va pas jusqu'à la parodie franche. Et du coup, il y a un moment où, pour moi, ça tourne un petit peu en rond et même où je trouve ça un peu cynique. Tu vois, c'est que Psycho Beach Party a une vraie bienveillance pour les films dont il s'inspire. Et même s'il joue avec les codes, il le fait toujours avec beaucoup de finesse et avec quelque chose qui est très bienveillant des films dont il s'inspire. Et là, je trouve que Slumber Party Massacre reprend les codes du slasher, les amalgame, mais sans avoir vraiment une vision, on va dire un petit clin d'œil bienveillant au slasher. C'est plus jouer avec les codes, mais sans aller jusqu'au bout. Et du coup, ça peut paraître parfois cynique, ça peut paraître parfois moqueur, aussi bien envers ses personnages qu'envers le genre en lui-même, je trouve, ou même envers le spectateur, qui est pas complètement, on va dire, qui est pas complètement complice de ce qui se passe. Et je trouve du coup que le film est un peu bâtard là-dessus. Et moi, j'ai rigolé à certaines blagues, mais j'ai pas passé un vrai bon moment, en fait. J'ai été un peu frustrée. Peut-être que ça vient du fait de ce que disait tout à l'heure Mylène, que la réalisatrice avait dit qu'elle aurait dû voir plus de slasher pour mieux s'adapter. Parce que entre parodier et se foutre de la gueule d'un truc, il y a quand même une nuance assez fine. Oui. Et comme t'as dit, peut-être que toi, t'as vécu ça comme ça parce que les références étaient peut-être maladroites. Oui, il n'y a pas de tendresse, voilà. Il n'y a pas de tendresse envers cette référence. C'est ça. Elles sont appliquées, mais elles sont pas détournées avec avec quelqu'un que tu verrais s'amuser à détourner les codes. En fait, c'est quelqu'un qui prend ses codes, qui essaye d'en faire autre chose, qui parfois a un regard un petit peu moqueur, mais que je trouve pas forcément joueur, en tout cas dans le bon sens du terme.
Et du coup, j'ai été un peu frustrée par le film et il y a des trucs qui m'ont un peu sorti du film où je me suis demandé mais ouais, ça va vers quoi ça voilà, du coup, je suis vraiment très, très partagée et j'aurais préféré que ce soit vraiment une parodie. Je pense que ça aurait pu être une excellente vraie parodie par contre. Mais c'est dommage. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, malheureusement. Et là, on tease un autre épisode depuis tout à l'heure, qu'on fera peut-être pas un jour, mais le 2. Voilà. Ou même le remake. Hein. J'espère que Rimini nous écoute. Le remake que j'ai pas vu. Le remake, mais apparemment, il a des très bonnes critiques. Ce qui est rare pour un remake horrifique. Mais parce qu'encore une fois, je pense que le remake est ce qu'aurait dû être le premier. Je pense vraiment que le remake s'est basé sur l'idée de base du premier, quoi. Cependant, tu vois, je peux pas enlever à l'original d'être une sorte de brique sur laquelle un vrai mur s'est construit dessus, tu vois. Voilà, je trouve très charmant ce film. Moi, j'arrive pas à... Je trouve pas aussi cynique que toi tu penses, Amélie. Ouais, moi non plus. Ouais. Par contre, je suis d'accord avec toi, c'est maladroit dans les références. À un moment, on a capté, ils se sont tous surpris 5 ou 6 fois dans le film, pendant 30 minutes. On peut avancer, c'est dommage. De ton côté, pour finir, Lily, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je vous trouve sévère. Hein. J'aime beaucoup Slumber Party Massacre, en fait. C'est un de mes petits films doudou. Je reconnais que je suis pas hyper objective parce que je sais que c'est pas un chef-d'œuvre. Le rythme est assez mal géré, comme tu l'as souligné, Romain. Il est très racoleur. Le tueur joue hyper mal, j'avoue. Puis j'ai toujours trouvé que le film était très confus. Je sais pas vous, mais des fois quand ça coupe, je sais plus où on est dans la géographie du lieu. Puis je confonds les personnages, elles se ressemblent un petit peu toutes. Bref, il y a plein de trucs qui vont pas. Mais je trouve qu'il y a des choses à sauver quand même. Personnellement, je trouve pas que les meurtres soient dégueulasses. Le livreur de pizza, il continue de faire son petit effet sur moi. Quand il tombe là, tout raide, c'est hyper impressionnant. Je trouve le décor et les costumes très jolis. Je suis très fan de la moquette rose dans la chambre, du cachet vintage de la vieille radio. J'aime beaucoup l'ensemble de pyjama de la brune, un peu pulpeuse là. J'ai envie d'acheter le même. À chaque fois que je regarde ce film, je me dis putain, il me faut le même. Lily, elle croit que c'est Pinterest. C'est ça. Puis, alors, mais moi, j'aime beaucoup la perceuse qui est utilisée comme arme du crime. Je la trouve super impressionnante. Ce long forêt là, évidemment phallique, d'autant que le tueur la porte serrée contre son ventre au niveau de la ceinture. Bon, bah, c'est assez évocateur. Parce que le film, comme l'a dit Mylène, tente de nous dire quelque chose sur l'oppression des hommes sur les femmes, bien évidemment. Et ce qui est pas étonnant puisque, comme tu l'as dit aussi, Mylène, la scénariste Rita Mae Brown, était une militante LGBT et féministe. Mais malheureusement, ça se vautre un peu de ce point de vue-là, puisque le film est remanié par Roger Corman pour être bien plus racoleur, voilà, comme vous l'avez dit. Mais je trouve que quand même, il subsiste un truc hyper féminin dans Slumber Party Massacre, malgré le fait qu'il soit passé à la moulinette Corman. Il a un petit côté film de filles pour les filles. Je trouve que c'est rare pour un slasher de cette époque qu'il y ait des personnages féminins qui sont pas si nunuches que ça. Franchement, j'ai vu pire. On a 3 Final Girls, comme l'a dit Mylène, c'est rare. Et elles se défendent avec des réactions à peu près logiques, quand même. Les personnages entre elles parlent de sport, elles boivent, elles fument, et pas forcément sous l'influence des mecs, parce que d'habitude, c'est toujours le mec qui ramène le petit joint. Là, c'est elles qui vont ramener de la beuh. Et surtout, comme les garçons de leur âge, elles sont en pleine crise hormonale. Or, les filles ados, elles sont rarement représentées comme ça dans les slashers des années 80. D'habitude, c'est plutôt les mecs qu'on voit en train de lire Playboy sous la couette, par exemple. Et là, c'est l'inverse, et je trouve ça cool. Donc, je trouve que c'est pas le pire slasher qui soit. Il a quand même gardé un petit sous-texte féminin qui est plaisant à voir, surtout quand on est une fille. Parce que le slasher, c'est un sous-genre qui est très aimé des femmes, bizarrement. Et pour le coup, celui-ci, il fait plaisir. Voilà. Et donc, je trouve que franchement, il a quand même un peu de mérite, quoi. Je comprends qu'ils sont un peu devenus cultes. Il mérite sa communauté. Malgré le fait que les Américains aiment bien ériger n'importe quelle série B au statut culte. Faut quand même le souligner. Oui. Ils ont ce talent d'avoir une communauté pour à peu près tous les films d'horreur de l'époque. Mais en effet, je suis d'accord avec toi. Il mérite sa communauté. Il mérite son je te rejoins sur l'écriture en fait des personnages féminins parce que moi qui habituellement ai envie de voir mourir l'intégralité du cast au bout de quelques minutes, là je me suis surpris en fait à trouver le groupe de filles en fait cool quoi. Enfin vraiment on a envie qu'elles survivent, on a envie de. Elles parlent comme des vraies filles en fait. Ouais, elles parlent comme des vraies meufs. Il y a même la scène où elles pourraient paraître un petit peu bully. Où elles se plaignent de la nouvelle, on sent qu'elles se sentent pas très bien après quand elles s'aperçoivent qu'elles lui ont fait de la peine et tout, donc je les trouve assez positives en fait. Oui, puis elle l'invite quand même. Ouais. Elle l'invite quand même.
Il y en a juste une qui décide de manger une pizza sur un cadavre. Mais Ouais, mais elle le dit, quand elle est stressée, elle a faim, c'est bon. Moi, c'est une réaction logique pour moi. Parce que, écoutez, je me suis fait agresser en janvier. Ma première réaction, j'ai appelé mon meilleur ami, je lui ai dit emmène-moi chez Big Fernand, bouffer un burger, j'ai la dalle. Donc, le stress, voilà. c'est vrai qu'il... En vrai, ça fonctionne, ça me choque pas. Ah, mais de toute façon, ça donnait une des meilleures séquences du film. Hein. Oui, en plus. Non, mais totalement. Le mec est froid, il est mort. Mais la pizza, elle est chaude. Voilà. Mais horrible. Voilà. J'aime énormément cette scène. Non, et puis la scène finale où elle lui coupe sa perceuse, moi je trouve que vraiment quand elle empoigne cette machette, je suis là, allez, go girl, tu peux le faire. C'était pas dans la fin originale, ça. Du coup, on parlait de reshoot tout à l'heure. C'est une idée qui est venue ensuite quand elle a réussi à avoir un peu plus d'argent de Roger Corman pour avoir une vraie fin. Et ça, c'est cool. Merci Lily de ton opinion, du coup. Petit point technique avant qu'on passe à l'avis des auditeurs. Le film est ressorti du coup en Blu-ray chez Rimini là cette semaine. Et pour le coup, à ma grande surprise, parce que souvent les slashers de cette époque-là, c'est des restaurations qui passent ou qui cassent, le film il est magnifique. Restauration de malade. Ouais, très très. Et puis même l'audio est très bon. L'audio, la VF, moi j'étais surprise. J'avais très peur sur la VF, sur l'audio, le master audio est bon. Souvent les éditeurs prennent des VF de VHS. Et c'est ça qui est compliqué. Et là, c'était peut-être pas le cas, je sais pas, je veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, c'est de la bonne cam. Clairement, ça fait plaisir de voir le film avec des couleurs qui pètent autant et un grain de pellicule bien conservé. Donc, ça joue aussi au charme que moi je vois dans le film, si tu veux, cet aspect très années 80. En plus, faut parler du décor aussi de la baraque qui est vraiment typique de l'époque, avec cette putain de cuisine en bois là. Enfin, c'est magnifique, vraiment cool d'avoir ça chez nous. Et c'est une belle collection qu'ils ont, Rimini, de toute façon, donc voilà. Même s'ils ont édité Virus Cannibal, mais ça on leur en veut pas. L'avis des auditeurs, ils étaient moins nombreux que pour Saw, puisque c'est un film qui est peut-être un peu moins connu en France que sa réputation, mais qui a moins circulé que Saw, hein, évidemment, ou qu'habituellement. On a Sibi au bal du diable qui a écrit chouette petit slasher du début des années 80, au perso féminin surprenamment peu cliché pour la moyenne du genre à l'époque, à l'humour grinçant et au gag visuel savoureux, entre parenthèses, le frigo. Son seul problème est d'être éclipsé par l'extraordinaire Rêve fiévreux qui lui sert de suite. Et je trouve que Rêve fiévreux, ça va très bien avec. C'est totalement ça. Il y a un monde où je regrette qu'on n'ait pas fait un épisode avec le 1 et le 2 à la fois, parce que le 1, c'est que l'introduction, en fait. C'est ça qui est frustrant, là, pour cet épisode. Le 2 est incroyable. Mais le pire, c'est qu'il y a plein de gens qui ont vu dans les fans de Slumber Party, il y a plein de gens qui ont vu le 1, mais qui sont pas du tout au courant de l'existence du 2, et à chaque fois, je suis là, mais regardez le 2, il est incroyable. C'est vraiment... Contexte, pour ceux qui l'ont pas vu et qui veulent en voir un peu plus, c'est la suite directe du premier avec une des survivantes du premier qui a un peu vieilli. Et c'est à peu près le seul lien. Elle est traumatisée du premier, normal. Mais le premier est encore réaliste, c'est pas un film surnaturel. Et là, en fait, le 2 part du coup dans un truc à la Freddy Krueger et ça part en couille. Mais vraiment à un point inattendu, totalement fou. C'est du Roger Corman, donc lui, en fait, il s'en foutait complètement. Hein, c'est son dada, il lui dit bah écoute, prends ta thune, casse-toi, fais ton film, et là ça a marché. C'est rare hein, qu'une suite soit mieux que l'original dans ce milieu, mais c'est vraiment bien, je trouve. J'espère une sortie Blu-ray. Rimini, si vous nous écoutez, c'est l'instant ou jamais. Il y a un 3 que j'ai pas vu. Mylène, je sais pas si tu l'as vu toi. Le 3, il est vraiment très très mauvais. En fait, il tombe dans tous les travers de ces films de pyjama party. Ça devient presque un espèce de navet pyjama party avec des mauvaises actrices, ou alors des actrices qui sont en fin de carrière. Et là, il n'y a plus aucune réal, il n'y a plus rien. Vraiment, c'est celui qu'il faut zapper. Ok, d'accord. Et il y a le remake aussi, du coup. Qui a été édité par Rimini aussi, mais pas dans la collection Angoisse, du coup. Il est sorti en France, en Blu-ray. Chez Rimini, encore, qui du coup se font la franchise. On espère la suite, en tout cas, le message est passé. Buddy Double a écrit C'est une série Z, on va y revenir après, plutôt rythmée mais néanmoins très conne, jamais réussi à voir le côté féministe du projet. Je suis pas tellement d'accord. C'est pas une série Z. Non, c'est pas une série Z. Pas une série Z. Désolé Buddy Double. Série Z c'est quand même beaucoup plus cheap et vraiment moins bien branlé que ça. Pour le coup, on est plus dans la série B. Ouais. Et puis les lumières sont bien. Enfin, il y a quand même il y a quand même un certain soin à l'image. Les effets sont beaux. C'est pas laid quoi, c'est pas moche. Ouais, non, moi je trouve le film vraiment joli. Hein. Il a une jolie photo, voilà, décor sympa, bel éclairage. Bon après ça arrive les gens qui confondent le Z, le bis, le B, le nanar. C'est très souvent. Très souvent. On sait. Le point. J'avais vu récemment quelqu'un dire que Predator c'était un nanar d'action sur Twitter, j'ai pété un câble. Voilà. Il y a de l'éducation à refaire. Et pour le côté féministe du projet, je vais peut-être du coup laisser les filles répondre parce que vous l'avez déjà répondu en fait dans l'épisode. J'allais dire que c'est aussi des filles qui se sauvent entre elles finalement parce que les mecs ils servent clairement à rien. Ouais.
et celles qui viennent à la rescousse, qui s'inquiètent les unes des autres parce qu'en fait elles ont une vraie sororité, mine de rien. Elles veillent les unes sur les autres et en tout cas la voisine, donc Valérie qui est la final girl, qui n'est pas allée à la soirée, elle passe quand même leur temps avec sa sœur à regarder cette maison, à s'assurer que tout va bien. Tiens, c'est bizarre, on n'entend plus de bruit et tout. Donc, elles veillent un peu les unes sur les autres. Et surtout, il y a la prof de sport qui est quand même un archétype du cinéma d'horreur. La prof de sport un peu cool. Moi, ça me fait toujours un peu penser à Carrie, quoi. Ouais, grave. Qui est celle qui vient à leur rescousse quand elle entend au téléphone que ça se passe mal. Donc, les garçons sont vraiment pas très mis en avant dans le film d'une manière générale. Donc, on a quand même plutôt principalement... Ils sont cons, ils servent à pas grand-chose, ils sont même pas invités à la soirée, ils débarquent un peu comme ça. Et les autres personnages masculins, c'est le tueur et c'est tout, quoi. Le père, le voisin qui ramasse des escargots. Mais du coup, ça fait pas une galerie de personnages masculins hyper intéressants par rapport aux personnages féminins qui sont plus cool, quoi. D'ailleurs, le film, il est souvent interprété par le prisme d'un sous-texte lesbien. Et il y a des personnages qui sont un petit peu écrits selon un petit peu les clichés lesbiens de l'époque. L'équipe de sport féminine, la prof de sport qui vit seule. Voilà, donc on peut aussi l'interpréter comme ça. Oui, on voit aucun parent finalement à part le voisin. Ouais. Oui, et puis en fait, les persos masculins, ils sont pas... c'est jamais des sauveurs en fait. Dans certains slashers, même si la final girl, elle se sauve, il y a toujours un intervenant plus âgé, un homme qui vient l'aider. Enfin voilà, c'est un trope qu'on peut retrouver. Mais là, en fait, les personnages masculins, c'est des benets qui sont plus ou moins tout le temps des voyeurs, même le voisin, les ados qui sont pas invités, ils sont là en position de voyeur. Et en fait, il y a plus ou moins des levels de menaces, mais c'est tout le temps vraiment, c'est pas des personnages bienveillants en fait. Contrairement aux personnages féminins qui sont très soudés, très bien écrits, en fait, les personnages masculins, c'est tout le temps les peeping toms du film. Et on voit beaucoup à travers leur prisme. J'espère que ça aura répondu à ta question, du coup, Body Double. Arthur Froment, de son côté, a écrit « Le premier volet est sans fioriture, mais propose vraiment un climat non conventionnel et qui marque. Les protagonistes féminins sont moins dans les gros clichés et savent se battre. Certains effets tiennent la route et j'adore sa composition musicale. » Je dirais juste un truc. La composition musicale, c'est une note sur un synthé en boucle. Je suis pas d'accord. C'est trop. C'est ça. J'ai acheté le vinyle qui était sorti chez Death Waltz à l'époque, un très beau vinyle, une très belle jaquette. Ils m'ont eu totalement. Donc 40€ pour un putain de son qui revient en boucle sans arrêt. Pourquoi t'achètes ça ? Je dis rien. Si j'avais su que c'était sorti, je l'aurais acheté, donc je dis rien. C'est ça. Comme tout bon fan de films d'horreur, j'ai des soucis d'achat compulsif. Et voilà, c'est comme ça. Je sais. J'ai acheté l'affiche d'Halloween Résurrection, je ne te juge pas. Voilà. Mais ne juge pas et sois fier, au contraire, sois fier de tes achats, revendique tes couleurs. WhatsApp Mika a écrit « Trop bien, vu à l'époque où le DVD coûtait 10 francs à Carrefour, un slasher qui charcle. » Je sais pas qu'il y avait un DVD à l'époque. Alors, je sais pas si quelqu'un l'avait. Il faut qu'on parle de ce DVD. Ah. Je me souviens plus du nom de l'éditeur, mais je l'ai offert à une amie, je l'ai acheté dans un cache, je sais pas quoi. Et du coup, avant, je me suis dit, tiens, je vais regarder un peu le DVD. Et en fait, la pochette déjà est dégueulasse, c'est pas du tout une image du film, ça sort de nulle part, je sais pas ce que c'est. Et en fait, c'est marqué derrière Slumber Party Massacre 2. Je me suis dit, ah, c'est le deuxième. Je vois que c'est le pitch du 1. J'ouvre un peu et en fait, je vois qu'il y a un mix entre les infos du 1 et du 2. Donc, je me dis, ok, je vais mettre le DVD. Je mets le DVD. Le menu, c'est des meufs à poil qui ont rien à voir avec le film. Ouais. C'est pas des extraits ni du 1, ni du 2, ni du 3. Et c'est bien le 1. Mais du coup, derrière, c'est marqué le 2. Enfin, c'est n'importe quoi. En effet, je l'ai devant moi. Il n'y a pas d'éditeur. Et ça a longtemps été le seul moyen de voir le film en qualité à peu près correcte. Voilà. Sinon, c'était la VHS. Il y a pas eu d'autres éditions, en fait. Oui, sous le nom Fête sanglante en VF. Voilà. Et en effet, il y a bien le beau logo du 2 à l'arrière. Le pitch n'a aucun sens. Et il y a une magnifique tagline « Il revient vous percer à jour ». Voilà. C'est l'opportunisme. Ouais, mais ça, j'aime bien parce que c'est vraiment une époque un peu dans le monde de l'édition de DVD où c'était un peu n'importe quoi. C'était chiant à l'époque, mais avec le recul, c'était quand même vachement drôle. Il y a des perles. Ah, mais il y a des gens qui ont dû être déçus parce que la jaquette n'a vraiment rien à voir avec le film. Et je pense qu'il y a des gens qui ont dû se faire avoir par la jaquette, quoi. Mais comme... C'est un cycle, hein, à l'époque des vidéoclubs, c'était ça, c'était l'intérêt, c'était d'avoir la jaquette. La jaquette volante, ça. Et pour finir, RABD a juste écrit un slasher mid-tiers, moyen-tiers pour les plus âgés qui nous écoutent, dans la forme, mais intéressant sur sa représentation de l'homme. Et oui, parce qu'on est tous des gros teubés.
Et c'est tout. J'ai pas eu d'autres avis. J'ai cherché pourtant, mais ils étaient sages. À part, si. Il y a un dernier avis de Very Nasty Stories, évidemment, qui a écrit un classique. Parce qu'en effet, c'est Sakam, on le connaît. Il est jamais loin quand on parle de ce genre de choses. Il a fait une super vidéo sur la scénariste Rita Mae Brown qui est très intéressante justement et qui explique pourquoi et comment elle a écrit le scénario. Ce sera la recommandation culturelle de fin d'épisode. Voilà. Tu viens beaucoup trop dans ce podcast, Max. Ça commence à devenir un peu envahissant de prendre tes aises comme ça. C'est tout pour aujourd'hui. Slumber Party Massacre est dispo chez Rimini. Merci de nous avoir écoutés. Merci l'équipe. 5 étoiles Apple Podcast, Spotify. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Jumpscarecast, Twitter et Instagram. Et on vous dit à vendredi prochain. Salut.